Bienvenue, ce n'est pas une revue de presse. Ce matin, c'est un format parce que vous avez beaucoup entendu parler, j'imagine, ces derniers jours, de la sécurité et de la conférence de Munich sur la sécurité qui se passe à Munich, donc cette ville de Bavière, où on a parlé bien sûr de la guerre, de la paix, surtout de la guerre d'ailleurs, et d'une guerre qui va durer. L'idée est de préparer les esprits des Français, des Anglais, des Européens en général, que la guerre va s'installer. Et derrière cette conférence, dont voici le logo, la Munich Security Conference, eh bien, se cache, incroyable, mais vrai, un cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey. Oui, lui-même, qui est à l'origine, pas vraiment, mais qui, depuis quelques années, est à la manœuvre pour inviter les personnalités, pour faire l'agenda de cette conférence de Munich sur la sécurité, pour produire aussi des white papers, vous savez, ces gros papiers qui expliquent comment l'avenir va être et pourquoi il faut investir massivement dans la défense, notamment les industries de défense américaines. Tant qu'à faire, c'est encore mieux. Et puis, vu qu'on va parler de guerre en Ukraine, la troisième des poupées russes qui se cache derrière cette Munich Security Conference, c'est BlackRock, bien sûr, qui va avoir un rôle prépondérant dans la reconstruction de l'Ukraine, puisque Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déjà annoncé qu'il travaillerait main dans la main avec le fonds pour faire venir de nombreux investisseurs. Et ça veut dire que l'Ukraine va être une sorte de paradis pour le néolibéralisme, pour faire en sorte que tout ce qui est rêvé dans la tête de ceux qui veulent flinguer les États et faire en sorte que vous travaillez jusqu'à la mort, soit mis en œuvre en Ukraine. Donc après la guerre, les Ukrainiens vont doublement morfler avec la prise de pouvoir de BlackRock sur l'État ukrainien, ou du moins ce qu'il en restera. Restez connectés, n'hésitez pas à partager cette vidéo, elle est en direct, et nous allons ensemble, pendant je ne sais pas combien de temps ça va durer, on ne sait jamais avec le monde moderne, évoquer cette conférence sur la sécurité de Munich et comprendre qui en sont les acteurs et pourquoi on veut nous plonger dans une guerre durable et globale. Parce qu'on ne dit plus guerre mondiale, on dit guerre globale. Alors, la première chose, bien sûr, derrière ce logo de la Munich Security Conference, il y a la patte de McKinsey, je vous le disais, mais c'est l'histoire d'une conférence qui existe depuis les années 60, qui s'installe en pleine guerre froide pour rassurer l'OTAN sur ses capacités de faire face à l'ennemi soviétique. Depuis, elle a beaucoup évolué dans les années 60. Il y avait une cinquantaine, soixantaine de participants, très peu de chefs d'État, des seconds couteaux. Joe Biden était présent dans les années 70 déjà. Il y a toujours eu les Américains, les Européens, mais aussi Chinois et Russes. Vladimir Poutine y a tenu un discours en 2007 qui était un discours historique où il parlait justement du danger de l'ordre mondial tenu par les Américains qui font ce qu'ils veulent, en expliquant qu'il n'y avait pas finalement d'ordre mondial puisque ce sont les Américains qui décident. C'est un discours de 2007 qu'on ressort en ce moment parce qu'on est en train de lire entre les lignes et de voir que finalement Poutine lui aussi est impérialiste et avait en vue déjà de contrecarrer l'impérialisme américain. Donc important de se rappeler de cette date de 2007. On y reviendra. Avant de commencer, je vous mets le générique, le teaser de cet événement sponsorisé et globalement organisé par la société de conseil McKinsey. Vous allez voir, ça fait pas du tout peur, c'est même super sympa.
Voilà, merci McKinsey, hein. C'est pas du tout flippant, on dirait effectivement un film, de Michael Bay, mais non, c'est notre réel, enfin, c'est le réel tel que vu par les cabinets de conseil. Ce forum, enfin cette conférence sur la sécurité représente à peu près les mêmes acteurs, hein, on va trouver les mêmes stakeholders que Davos quasiment, avec le même globish qu'on va retrouver. L'idée, vous avez vu, ils arrivent à mettre les vaccins, la santé, la sécurité, la cybersécurité évidemment, les terres rares, tout ça fait un mix évident. Si vous allez voir, cette conférence a beaucoup évolué depuis les années 60, notamment sous la férule de McKinsey et d'Ursula von der Leyen, puisqu'elle a été ministre de la Défense. On va s'arrêter longtemps sur la carrière de Madame von der Leyen parce que c'est important pour comprendre pourquoi McKinsey nous gouverne. Ça, c'est Bill Gates et Tedros. Vous voyez, l'OMS est invité également à cette conférence pour la sécurité. On peut se demander pourquoi. Il était là-bas en 2022, il est là en 2023 pour parler pandémie, bien sûr. Pas pour parler armes biologiques, non, pour parler pandémie, préparation des pandémies, sécurité, toujours. La sécurité est le cheval de Troie de cette technocratie autoritaire qui voudrait imposer sur nous du QR code et du contrôle total. C'est pas conspi de dire ça. Il y a une volonté chez les cabinets de conseil de quantifier, de donner, de traiter les données, de faire que l'humain soit une donnée comme une autre, et une donnée particulièrement importante puisque c'est de l'argent, hein, faut pas oublier ça. Alors, lui, c'est le grand maître d'œuvre, le chef d'orchestre depuis 2009. C'est un diplomate allemand qui s'appelle Wolfgang Ischinger, c'est un diplomate à la retraite, et qui a transformé vraiment ce rendez-vous qui était un rendez-vous plutôt plan-plan, de la guerre froide pour faire un peu l'état des lieux. Là, c'était financé par l'État allemand. Lui, en fait, a transformé la Munich Security Conference en une GmbH, c'est-à-dire c'est une entreprise privée en 2011. Et c'est en février 2022 que Christoph Heusgen a pris la suite de ce monsieur. Mais ce monsieur a vraiment changé complètement le braquet et ce qu'était la Munich Security Conference, comme vous l'avez vu, puisqu'il faut savoir qu'auparavant, il y avait le gouvernement allemand et quelques donateurs, mais côté local, qui finançaient l'événement, et en 2008, le financement était à hauteur de 1 million. Eh bien, il faut savoir que à partir de 2022, enfin en 2022, pardon, grâce aux nombreux corporate fundings, McKinsey qui fait du in-kind, mais vous avez à peu près les mêmes boîtes que Davos, c'est à peu près la même chose, c'est un Davos de la défense. Eh bien, le financement de cet événement, la conférence pour la sécurité de Munich, est de 10 millions d'euros. Donc on est passé de 1 million en 2008 à 10 millions d'euros, tout ça grâce à McKinsey aussi qui organise bien sûr l'événement. Et puis, pour être plus malin encore, la GmbH est devenue une fondation, ce qui permet bien sûr de faire un peu d'optimisation fiscale si on aide la fondation à faire cet événement. Alors c'est extrêmement intéressant de comprendre la logique derrière tout ça, puisque cet événement qui devrait être un événement d'organisation publique est devenu un événement type Forum de Davos, où on retrouve des chefs d'État, des consultants, des multimilliardaires comme Bill Gates, qui vont parler du futur, de leur vision du monde, tout ça appuyé par les documents de préparation de McKinsey. C'est Politico qui a sorti un article il y a de ça 2 jours, expliquant combien McKinsey était au cœur de la machine de la conférence de sécurité de Munich et combien cela posait des problèmes parce que derrière, ils poussent leur agenda sur l'industrie de la défense. C'est une boîte de conseil américaine d'abord, donc les intérêts américains sont évidemment bien représentés. Et tout ça nous fait douter de l'intérêt de cette conférence où nos leaders, que ce soit Emmanuel Macron, mais Rishi Sunak, Kamala Harris pour les États-Unis, sont là pour nous expliquer que la guerre va être longue. Guerre en Ukraine notamment. Et on va y revenir évidemment au cours de cette présentation. Je vous disais qu'il fallait s'arrêter sur la carrière de von der Leyen, puisque avant d'être présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen a fait une carrière en tant que ministre de la Famille, puis ministre de la Défense dans le gouvernement Merkel. Elle devait d'ailleurs sans doute succéder, mais il y a eu de nombreux scandales qui ont émaillé son passage au ministère de la Défense. Et elle devient, pour l'histoire, ministre fédérale de la Défense en décembre 2013. C'est la première femme qui occupe ce poste.
et elle est reconduite en 2018. Et donc, c'était vraiment quelqu'un qui était dans les petits papiers hein, pour avoir une suite à la tête du gouvernement allemand. Mais elle a été exfiltrée à Bruxelles pour des histoires de cabinet de conseil. Et oui, vous allez voir. Alors, d'abord un peu d'histoire sur Madame von der Leyen. Ça, c'était au ministère de la Défense, on y reviendra. McKinsey, on y reviendra. Voilà, ça c'est les armoiries de la famille de son mari, Heiko von der Leyen, qui était d'une famille noble. Eux étaient dans la soie. Et la famille de Madame von der Leyen, avant qu'elle devienne Madame von der Leyen, étaient eux dans le coton, avec des mariages entre les familles américaines esclavagistes et les familles hanséatiques de Hanovre, qui s'occupaient du trafic du coton et de la traite également. Donc un beau passif, mais ce n'est pas de sa faute, elle est née dans une belle famille, que voulez-vous? Une belle famille d'esclavagistes, c'est chacun sa vie. Quand elle était ministre aux Affaires sociales, ministre à la Famille, son surnom, c'était déjà Zensursula. Zensur, c'est censure en allemand, vous l'aurez compris. Pourquoi? Parce qu'elle luttait contre les réseaux de pédopornographie sur Internet, et ça, on peut l'applaudir et merci. Seulement, elle a pris goût à la censure et s'est allée un peu trop loin dans la façon de vouloir typiquement censurer l'accès à Internet. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, elle est maintenant à la tête de la Commission européenne et on voit bien que l'agenda de censure n'a jamais été aussi haut dans la liste des priorités politiques de la Commission européenne. Donc elle a ce passif de Madame Censure et de Madame quand même Casserole. Alors ça, c'était quand elle était ministre de la Famille. Vous voyez, Hugh Jackman, Wolverine, la met dans une poubelle. C'était sur le plateau d'un late show allemand. Si vous avez raté ça, voilà, c'est toujours un truc assez marrant. Comme quoi l'histoire, comme quoi la vie, c'est un peu les Simpsons en vrai. Alors, on va revenir donc sur cette carrière pour comprendre qui elle est. En 76, Madame von der Leyen obtient un abitur donc en mathématiques et sciences. Elle étudie les sciences économiques à Göttingen, Münster, et puis elle va aller à la London School of Economics, exfiltrée par sa famille. Elle va pas vraiment étudier là-bas. Elle va être mise là-bas pour être protégée des Brigades Rouges, parce que les Brigades Rouges avaient pour peut-être projet, ça n'a jamais été prouvé, mais d'enlever les enfants des dirigeants allemands, puisque le père de Madame von der Leyen était, lui, un éminent politique allemand au niveau des Länder, et il avait fait d'ailleurs une magouille avec les services de renseignement pour faire une fausse tentative d'évasion d'un membre des Brigades Rouges pour l'enfermer dans les quartiers de haute sécurité. C'était très mal passé auprès des Brigades Rouges, et on les comprend. Et donc elle est à Londres, sous un nom d'emprunt, puisqu'elle elle prend le nom d'ailleurs de ses ancêtres, un nom à consonance anglo-saxonne pour ne pas être attrapée par les Brigades Rouges, vous voyez. Ensuite, ce qu'on sait, elle s'appelle Rose Ladson, voilà, pardon. Rose, c'est son arrière-grand-mère américaine. Voilà. Alors, il faut savoir que sur la thèse de doctorat d'Ursula von der Leyen, c'est un site internet anti-plagiat qui s'appelle Vroniplag Wiki, qui a décelé quand même 27 pages de la thèse de doctorat qui sont totalement pompées sur d'autres thèses. Alors, elle a rejeté ces allégations, bien sûr. Après avoir effectué une vérification préliminaire, l'université ouvre une procédure formelle d'examen. Nous sommes en 2015. Et en 2016, à la suite d'une enquête universitaire, il est décidé de ne pas lui retirer son titre de docteur. Elle est de belle famille, elle a un bel avenir. Il faut protéger Madame von der Leyen déjà très tôt. Hein. Elle est née dans la soie avec une petite cuillère en argent dans la bouche, donc sa vision du monde est forcément aristocratique. Ça vous explique aussi beaucoup de la façon dont on est prêt à envoyer des générations se faire bousiller dans la boue, puisque c'est à peu près les mêmes causes qui produisent les mêmes effets en matière de guerre. C'est l'aristocratie financière qui fait la guerre, parce qu'il n'y a pas d'autre gré de reset que la guerre quand c'est une faillite générale de l'économie. Alors, finalement, on ne lui a pas retiré son titre de docteur. Il y avait pourtant des professeurs de droit comme Volker Rieble ou Gerhard Dannmann qui étaient totalement en désaccord avec ses décisions et qui trouvaient que c'était, là encore, un passe-droit, qu'elle n'avait pas à avoir sa thèse validée. Donc vous voyez, ça fait longtemps qu'Ursula von der Leyen est protégée, c'est assez étonnant. C'est en 86 qu'elle se marie avec son mari médecin, Heiko von der Leyen, issu donc de la famille von der Leyen, qui fait fortune donc dans la soie, et lui deviendra
Bien sûr, médecin, mais surtout, il est patron d'une entreprise d'ingénierie médicale, bien sûr, dans tout ce qui est la biotechnologie, vous la connaissez, il s'agit de Orgenesis. Orgenesis qui a chopé des millions de contrats de l'Union européenne pour la recherche. Tout ça va très bien, bien sûr. Il n'y a pas de corruption du tout, puisque c'est pas parce qu'elle n'était pas à l'Union européenne auparavant, et son mari est formidable, bien sûr. Il s'agit de thérapie cellulaire et génique, et vous comprenez là encore pourquoi la santé est si haut dans l'agenda de l'Union européenne. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait sur elle? Ah oui, quand même, pour vous dire le niveau de qualité d'Ursula von der Leyen, en juillet 2009, hein, quand elle luttait contre la pédocriminalité en ligne, elle explique que c'était très difficile puisque les serveurs étaient délocalisés en Afrique et en Inde. Et selon elle, à l'époque, en 2009, elle fait une déclaration disant que la pédopornographie est légale en Inde. Alors non, c'est pas vrai. Pas du tout. Elle est illégale partout, y compris en Inde, et donc elle a été obligée de présenter ses excuses. Voilà, c'est donc du haut niveau à qui nous avons affaire. Un peu, ça vous rappelle la Macronie, c'est normal, c'est du même bois, ça vient à peu près des mêmes cabinets de conseil. Et puis, avant de passer donc à la conférence de sécurité de Munich, puisqu'elle a fait de nombreux passages en tant que ministre de la Défense allemande. Voilà ce qui s'est passé lorsqu'elle était dans son ministère à la Défense, donc en Allemagne. Beaucoup de soupçons quand même de favoritisme et de corruption au ministère de la Défense, notamment des consultants externes recrutés sans appel d'offres pour plusieurs dizaines de millions d'euros de contrats. En seulement 7 mois, plus de 200 000 euros auraient été versés. C'est du jamais vu, c'est-à-dire que plus d'un quart du budget fédéral est passé dans son ministère pour payer des cabinets de conseil. Ça vous rappelle quelqu'un? C'est normal, c'est la même chose. À titre d'exemple, 10 consultants externes auraient reçu plus de 2 millions d'euros entre février et août 2018. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. 7 mois, 2 millions d'euros pour seulement 10 consultants externes. Là, ça pose question. Pour avoir travaillé sur le seul projet informatique, Site Cadrat, avec des taux horaires à 223-252 euros, ça n'a pas choqué Madame von der Leyen, ni sa numéro 2, qui d'ailleurs était issue des cabinets de conseil, et y est retournée. Elle ne répond à aucune question de la presse. Puisqu'il faut savoir que c'est elle qui a choisi de faire venir une ancienne de McKinsey à son cabinet, qui a ensuite organisé le ruissellement d'argent public pour les cabinets de conseil au ministère de la Défense allemand, sans appel d'offres bien sûr, pour des sommes pharaonique, on l'a vu. Tout ça, bien sûr, malgré les enquêtes, ce n'est pas elle. Elle a répondu juste lorsqu'elle a été nommée présidente de la Commission européenne devant une commission d'enquête en Allemagne, que ce n'était pas elle qui prenait les décisions, mais que c'était un niveau hiérarchique inférieur, c'est-à-dire cette dame qui venait de McKinsey et qui était quand même bien copine avec Ursula. Un porte-parole du ministère allemand de la Défense a déclaré qu'il s'agissait d'un projet informatique extrêmement complexe, mis en œuvre en raison de son importance fondamentale pour la structure informatique, blablabla. Oui, c'est comme regarder les piscines avec Google Street View, ça coûte un bras. On a les mêmes à la maison. C'est ça qui est terrible, c'est que quand vous commencez à regarder ce qui se passe, qui sont ces gens, pourquoi ils nous gouvernent si mal, pourquoi ils sont inféodés au cabinet de conseil, c'est à peu près tout le temps la même chose. Alors, attendez que je vous retrouve. Sur McKinsey, toujours, excusez-moi, pareil, voilà, McKinsey et compagnie. Lorsqu'elle prend la tête du ministère de la Défense allemand, elle s'engage à mieux gérer le budget pour le matériel militaire après avoir publié un rapport préparé par KPMG. Bon, puisqu'il y avait eu des coûts pour l'Airbus Eurofighter notamment. À chaque fois qu'on a généralement des projets franco-allemands de défense, ça fait pchit et ça coûte une fortune pour rien. Au début 2015, elle a critiqué ouvertement Airbus pour des délais de livraison, notamment de l'A400M. Et puis, sous sa direction, le ministère a accepté de recevoir 13 millions d'euros comme indemnisation pour les délais de livraison. Donc elle a quand même bien géré, c'était ça. Mais l'armée lui reproche ses méthodes de travail. Elle est régulièrement accusée de mauvaise gestion du budget de son ministère.
Et en 2019, et ça c'est important, il faut savoir que sa popularité tombe sous les 30%. Ça vous rappelle quelqu'un? Oui, c'est pareil. Sauf qu'elle, elle ne se présente pas pour être Madame Merkel. Non, elle s'enfuit à Bruxelles à cause des affaires, évidemment. Une étude d'opinion réalisée pour le quotidien Bild indique que les Allemands l'aperçoivent comme la deuxième personne la moins compétente du gouvernement. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est incompétente de l'avis des Allemands, qui a clairement mal géré son ministère de l'avis du ministère et des différentes commissions d'enquête, où de forts soupçons de favoritisme pèsent notamment vis-à-vis des cabinets de conseil comme McKinsey. Ça vous rappelle quelqu'un? C'est normal, c'est la même personne, quasiment. Et ensuite, donc, vu comme étant inadapté, après le Conseil européen de juillet 2019, seuls 33% des Allemands pensent qu'elle ferait une bonne présidente de la Commission européenne. Donc même les Allemands n'en voulaient pas à la tête de la Commission européenne. Mais on nous l'a mis quand même. Étonnant, me direz-vous. Pas tant que ça, si on sait pourquoi. Pardon, il faut que je retrouve où c'est. Puisque à l'époque où personne n'en voulait, c'est Emmanuel Macron qui a poussé pour que Madame von der Leyen soit nommée à la tête de la Commission européenne, allant même à l'encontre de la façon dont fonctionnaient les institutions européennes, pour remplacer Jean-Claude Juncker, ancien, lui, Premier ministre luxembourgeois, qui avait couvert, bien sûr, l'évasion fiscale de nombreuses compagnies, puisque c'était le principe du Luxembourg. Et c'est elle, donc, vue comme une incompétente par de nombreux Allemands, avec ses nombreuses casseroles au cul au ministère de la Défense, qu'Emmanuel Macron arrive à imposer à la tête de la Commission européenne. Étonnant, me direz-vous. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux personnages? Alors, bon, c'est sûr, il y a eu une poudre suspecte qui a été retrouvée dans une enveloppe à l'étage de la présidente d'Ursula von der Leyen. Mais non, c'est pas la poudre. Non. Qu'est-ce qu'il y a qui les lie? C'est tout simplement McKinsey. L'un comme l'autre sont liés au cabinet de conseil américain comme c'est du jamais vu. McKinsey qui a fondé En Marche en France, McKinsey qui a fait en sorte que la gestion au sein du ministère de la Défense soit gérée par McKinsey plutôt que par les fonctionnaires, alors que les commissions d'enquête en Allemagne ont bien établi que ces dépenses n'étaient pas nécessaires compte tenu du staffing et des compétences qui étaient en présence au sein du ministère. Voilà. Après, on peut continuer à faire en sorte que tout fonctionne à merveille. Cette conférence pour la sécurité à Munich, là encore, c'est McKinsey qui gère. Tout ça nous paraît normal. Pourquoi? Pourquoi acceptons-nous, en fait, le poids qu'ont pris les cabinets de conseil, ces entreprises privées qui sont là pour faire de l'argent, pour démanteler les États au sein même des États et faire en sorte que les secteurs privés prennent la main sur la gestion des affaires publiques, non pas dans l'intérêt général, mais dans un intérêt de profit de court terme et des actionnaires? Comment se fait-il que nous ayons à ce point perdu le pouvoir? Et ça, j'ai pas la réponse. Je veux dire, c'est un long détricotage. Madame von der Leyen, vous l'avez vu, a toujours eu les dieux qui se sont penchés sur son berceau. Après sa naissance dans une famille extrêmement riche, son père politicien, sa protection en haut lieu malgré le plagiat de sa thèse, son exfiltration du ministère de la Défense. Il faut savoir d'ailleurs que lorsqu'elle fuit le ministère de la Défense, eh bien, elle n'a effacé évidemment les 2 téléphones qu'elle était censée remettre à la commission d'enquête. Vous savez, les SMS. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la fraude de Madame von der Leyen avec Monsieur Bourla, patron de Pfizer, pour l'achat à prix d'or des vaccins ARN de Pfizer. Il suffit que ce soit un journal américain, le New York Times, qui demande l'accès à ces documents puisque les médias européens, visiblement, ne souhaitent pas s'intéresser à ce dossier extrêmement sensible. Heureusement, quelques députés européens y travaillent et essayent de faire la lumière sur ce potentiel scandale, puisque, compte tenu du passif extrêmement lourd de Madame von der Leyen, ça me paraît assez grave de lui donner les commandes de la Commission européenne sans avoir suffisamment de garde-fous par rapport à la façon dont elle a fait déjà, sans doute, du favoritisme la défense. Alors, si on veut regarder en détail son passage donc à la Défense et pourquoi McKinsey est son meilleur ami. C'est donc en 2014 que Madame von der Leyen fait venir Catherine Suder, qu'elle place au poste de secrétaire d'État à la Défense et qu'elle a tenu jusqu'en 2018. Catherine Suder, elle, a été embauchée en 2000, à la fin de ses études, par McKinsey.
Elle a fait plusieurs postes, notamment responsable des activités dans le secteur public, et entre 2009 et 2014 notamment. Ensuite, lorsqu'elle arrive à la Défense, Madame Catherine Souder, je vous en parlais tout à l'heure, va donc faire en sorte d'ouvrir grand les portes de la dépense publique pour les cabinets de conseil dont elle est issue. Et ça, sans aucun contrôle. Et c'est Madame von der Leyen qui s'en défend en disant que c'est Madame Souder qui, elle, était à un niveau hiérarchique inférieur, avait fait ce choix. Mais c'est elle qui validait tous ces choix. C'est Madame von der Leyen, au ministère de la Défense, qui a fait en sorte de donner autant d'argent au cabinet de conseil, sans aucune contrepartie, puisque derrière, rien ne s'est passé en réalité, si ce n'est donner de l'argent public à des consultants qui ne savent même pas sur quoi ils conseillent. La première alerte, c'est devenu suite à une mission d'audit du cabinet Deloitte qui a fait ressortir l'attribution par le ministère allemand de la Défense de contrats de plusieurs millions d'euros sans appel d'offres. Et c'était là une filiale de McKinsey, puisque McKinsey est assez malin, ils essaiment et ont des filiales qui n'ont pas le même nom, qui s'appelait Orphose, qui a récupéré ces juteux contrats. Les contrôles internes visant à faire respecter les procédures de marché public n'auraient été renforcés qu'à partir de la découverte par la Cour des comptes fédérale d'un cas similaire. Voilà. Donc on a là vraiment un truc de dingue, qui n'est pas de la corruption, mais qui est du favoritisme, du conflit d'intérêts, puisque, il faut savoir aussi qu'un des fils de Madame von der Leyen travaille pour McKinsey, ou a travaillé pour McKinsey. Enfin, il y a eu l'enquête de la Cour des comptes, puis les parlementaires allemands se sont penchés sur le recours des cabinets de conseil. Madame von der Leyen a donc fait l'obstruction dont je vous disais, sur l'enquête parlementaire notamment, puisque les 2 téléphones portables professionnels qui ont été saisis pour les besoins de l'enquête avaient été totalement effacés, purgés de tous les messages avant d'être livrés à la commission d'enquête. Au printemps 2021, le site Consultor et Euractiv, on en reparlera tout à l'heure, soulignait le recours de la Commission européenne au cabinet de conseil en stratégie avec une consulting mania. Quand est-ce que Mme von der Leyen est arrivée à la tête de la Commission européenne? Grâce à Emmanuel Macron, en 2019. Ah, et qu'en est-il des SMS avec Albert Bourla? Bon, ils vont être effacés sans doute. Comment c'est possible que ces personnalités, qu'on peut soupçonner quand même d'un manque d'intérêt pour la chose publique et d'une certaine déontologie que le poste demanderait, arrivent à des postes de responsabilité pareils? Parce qu'ils ne sont pas élus, bien sûr. Alors Macron, oui, mais d'une certaine façon avec une légitimité toute faible. Et parce qu'ensuite, ils sont organisés, en bande organisée, comme dirait Jules et ses amis de Marseille. Ils sont en bande organisée et donc se refilent qui la conférence internationale, qui le truc sur le machin, qui les contrats juteux, qui ensuite la nomination d'un ministre de la Justice qui ne sera pas trop regardant, qui l'ami milliardaire propriétaire de médias qui n'enquêtera pas non plus sur ces sujets pourtant brûlants que sont la collusion et les conflits d'intérêts. Non, tout ça fonctionne à merveille parce qu'ils sont en bande organisée. Et nous sommes dispersés façon puzzle à regarder la façon dont ils nous traitent en nous expliquant doctement que la guerre va être longue. La guerre va être longue. Alors, ce qui est drôle avec Madame von der Leyen, c'est de voir l'évolution de son discours, puisqu'elle a beaucoup changé son discours en passant d'une conférence de Munich à l'autre. Revenons donc à nos moutons après la carrière de Madame von der Leyen, mais c'est important pour comprendre le poids de McKinsey dans le malheur qui est le nôtre au quotidien. Voilà donc en 2015 ce qu'il se passait donc à Munich. Déjà à l'époque, Washington et l'OTAN avaient très envie d'envoyer beaucoup d'armes à l'Ukraine. C'était donc le commandeur en chef de l'OTAN, le général Philippe Breedlove, qui a dit que le support militaire ne devrait pas être exclu si les sanctions économiques et la pression diplomatique ne suffisaient pas, si la Russie n'arrêtait pas tout de suite de supporter, d'aider les séparatistes en Ukraine. Ce que nous devons accepter, c'est qu'il y a un sac à outils énorme que nous pouvons utiliser, notamment l'envoi d'armes. Et en 2014-2015. En 2003,
Tout s'est réalisé. Ça a été un peu long, mais la volonté américaine et otanienne de escalader cette guerre jusqu'à un point de non-retour est un succès. Ensuite, le conseiller défense d'Obama, M. Ashton Carter, expliquait aussi au Congrès que lui était tout à fait pour envoyer des armes à l'Ukraine. Mais à l'époque, et ça c'est étonnant, la ministre de la Défense allemande, Ursula von der Leyen, et le gouvernement allemand de Mme Merkel n'étaient pas tout à fait pour envoyer des armes à l'Ukraine. Vous voyez ce qu'elle disait à l'époque, nous sommes en 2015, c'est vraiment phénoménal de comprendre en fait comment ces gens-là n'ont aucune épine dorsale et font ce qu'on leur demande. Généralement, ça fonctionne très bien. Elle expliquait qu'il était important de rester unis en Europe pour soutenir l'Ukraine. Madame von der Leyen expliquait que des négociations avec la Russie sont tout à fait possibles, alors que ce n'est pas le cas, par exemple, avec l'État islamique. L'Allemagne voit l'Ukraine et la Russie comme une chance de montrer qu'au XXIe siècle, les nations développées peuvent résoudre leurs disputes, leurs conflits, autour d'une table de négociation et pas avec des armes. Voilà ce que disait Madame von der Leyen en 2015. Bon, aujourd'hui, c'est des armes, du fric, la guerre totale. Et longue, s'il vous plaît. Dire que la Russie a envoyé des chars en Ukraine. Mais parce que la situation est juste gangrénée depuis 2014. Elle a ajouté que la Russie a un supply, comment tu dis, quand tu peux envoyer des armes, de manière infinie en Ukraine. Et elle s'est demandé si tous les efforts de l'Ouest pourraient être à la hauteur des efforts que peut fournir la Russie pour armer les indépendantistes, enfin les sécessionnistes ukrainiens, ou même aider l'Ukraine. Donc à l'époque, Mme von der Leyen est très consciente qu'il faut une négociation, que les armes ne servent à rien, et que la course à l'armement est peut-être pour l'Ouest déjà perdue, puisque nous n'avons pas les moyens de se transformer en économie de guerre, ce qui est en train d'être fait grâce à McKinsey et à tous les gens qui nous gouvernent, qui nous maltraitent et qui souhaitent cette guerre. Mais en 2015, Mme von der Leyen est alignée sur la vision du gouvernement allemand. Il faut une négociation en Ukraine et il ne faut pas envoyer des armes. Mais Washington veut la guerre, veut des armes depuis 2015. Et c'est réussi. Encore une fois, les États-Unis ont gagné. Et si on revient un peu plus tard, lorsqu'elle est nommée à la tête de la Commission européenne, elle revient à la conférence de Munich. Et là, on est en 2019 et vous allez voir, son discours a bien changé. Elle a montré à quel point Berlin était sous la pression politique de sécurité. Dès le début, le ministre a reconnu que la demande américaine d'une augmentation des dépenses de défense était justifiée. On est 4 ans plus tard seulement. Nous, Européens, devons peser plus lourd dans la balance. L'appel américain en faveur d'une répartition plus équitable des charges est justifié, a-t-elle déclaré à Munich. Vous voyez le changement? Lorsqu'elle est ministre de la Défense en 2015, elle ne souhaite pas une course à l'armement et armer l'Ukraine pour faire cette guerre, mais veut qu'une négociation aboutisse le plus rapidement possible pour montrer que voilà à quoi servent les négociations. À peine nommée à la Commission européenne, elle s'aligne sur les demandes de Washington, qui remontent à 2014, de vouloir absolument une guerre en Ukraine. Et là, elle explique que c'est normal et que c'est à nous de supporter l'effort de guerre américain en Ukraine. Et ukrainiens, bien entendu. Mais pauvres Ukrainiens, ils sont simplement les proxys de la puissance américaine pour faire cette guerre sur ce territoire, certes envahi par la Russie, mais là, encore une fois, la négociation était sur la table il y a de ça 4 ans. Elle y a défendu une hausse des dépenses européennes dans la défense tout en soulignant les efforts de l'Europe en faveur de sa propre politique de défense commune. L'Europe a enfin fait son chemin vers une Union européenne de défense, ce qui implique également un renforcement de l'OTAN. Donc à peine nommée à la tête de la Commission européenne, Mme von der Leyen n'a plus qu'un but, faire que l'Europe devienne une économie de guerre, l'Europe de la défense on appelle ça, et faire qu'elle soit totalement inféodée aux objectifs atlantistes de l'OTAN. C'est passé très vite. Notre ministre de la Défense, où elle était un peu comme Scholz, qui hésite. Les Allemands savent très bien que s'ils rentrent dans la guerre, c'est fini. C'est une guerre globale, pas mondiale, globale. Attention, les mots comptent. Les mots comptent, c'est important. Surtout quand on travaille pour McKinsey, c'est quand même, on vend des mots. Et je vais vous mettre la déclaration de Kamala Harris, qui était donc à Munich,
pour expliquer que les États-Unis avaient des preuves des crimes de guerre de la Russie. Et que donc, ils devront être jugés. Et que, vous allez voir, ça va mal se passer. Mais il faut un tribunal international pour ça. Il faut voir qu'en 2007, Vladimir Poutine, à Munich, fait son discours pour expliquer qu'il y en a ras-le-bol, en fait, de la mainmise des États-Unis sur l'ordre international, qui est en fait un désordre, puisque les États-Unis font ce qu'ils veulent. Le but des États-Unis dès 2014 est d'organiser la guerre en Ukraine. Il leur a fallu 6 ans, 7 ans. Ils ont réussi. Pareil pour le désordre dans le Moyen-Orient, ils ont réussi. L'Irak, ils ont réussi. Personne n'arrête jamais la volonté guerrière des États-Unis. Et donc en 2007, Poutine dit ça suffit. Alors après, il attaque la Géorgie. Enfin, évidemment, l'idée était de dire stop à l'OTAN, stop à l'atlantisme. Depuis, on revoit ce discours, mais il y a un vrai problème. C'est vraiment le tabou absolu. Encore une fois, on va d'abord écouter le discours de Kamala Harris, et puis ensuite, on parlera de Nord Stream. Parce que à Munich, aucun mot n'a été prononcé sur le sabotage de Nord Stream. Et, sans doute, a raison. And there is no doubt. These are crimes against humanity. The United States has formally determined that Russia has committed crimes against humanity. And I say to all those who have perpetrated these crimes and to their superiors who are complicit in these crimes, you will be held to account. In the face of these indisputable facts, to all of us here in Munich, let us renew our commitment to accountability. Let us renew our commitment to the rule of law. Bon, je suis désolé, c'est en anglais, en américain, mais vous comprenez assez bien, les États-Unis ont la preuve de crimes de guerre des Russes en Ukraine, et donc ils devront être jugés. L'idée est de pousser, bien sûr, les opinions publiques à traiter le Russe, bien sûr, de monstre, de troll, d'orque, comme le disent les Ukrainiens, et de faire en sorte que la guerre devienne globale contre la Russie qui a attaqué la gentille Ukraine. On oublie évidemment le commando Azov, on n'en parle pas. On ne parle pas non plus, d'ailleurs, j'ai demandé à Check News, de Libé, à AP Check News, dans une vidéo de l'agence AP, donc American Press, on voit des combattants ukrainiens, du côté des combattants ukrainiens du moins, arborer des sigles de l'État islamique, du califat. Clairement, c'est le drapeau de l'État islamique sur des patchs qu'ils ont sur leur uniforme. Donc j'ai demandé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment des djihadistes qui sont présents? Et oui. Alors, on sait déjà depuis l'an dernier qu'il y a une partie de djihadistes revenus de Syrie qui sont en Ukraine et qui luttent contre les troupes de Kadyrov, puisque eux sont des djihadistes qui veulent déloger Kadyrov du pouvoir en Tchétchénie. Donc il y a des djihadistes, oui, déjà en Ukraine, mais eux, alors selon les dires des journalistes, font la guerre plutôt aux troupes tchétchènes. Et pour ce qui est de ISIS, des gens de l'État islamique, j'attends les réponses des fact-checkers avant de m'engager et de dire quoi que ce soit. Mais c'est une vidéo de AP, c'est pas de la propagande russe. Il s'agit là d'un film sur le front où on voit clairement ces sigles de l'État islamique sur des uniformes de soldats aux côtés des soldats ukrainiens. Ça pose question et vous le savez, à chaque fois une guerre, c'est une lutte de l'information, c'est un brouillard organisé, c'est des factions qu'on va utiliser les unes contre les autres. C'est d'une violence inouïe et c'est des innocents qui trinquent systématiquement. Donc voilà, c'est important de savoir où on va. Kamala Harris, donc là, est en train d'essayer de pousser donc à cette levée de bouclier moral, évidemment. Il faut rappeler que le New York Times a sorti un article il y a de ça 3 jours sur, ça y est, on a les preuves que Biden a fait une frappe de drone récemment, c'était avant de partir d'Afghanistan, je crois, qui n'a tué que des enfants. Voilà, qui n'étaient pas armés. Donc, c'est pas
là non plus un crime contre l'humanité. Les États-Unis, la campagne de guerre de drones d'Obama a fait plusieurs milliers de morts, on va dire, avec les dégâts collatéraux, comme ils appellent ça. Mais il ne s'agit pas de crimes contre l'humanité, puisque c'est dans le cadre, bien sûr, de la guerre du bien contre le mal. C'est scandaleux. Tout comme le Vietnam aurait dû disqualifier les États-Unis à jamais d'être représentants du camp du bien ou de la démocratie. Ils y ont commis des exactions qui sont à la hauteur des crimes contre l'humanité que dénonce Kamala Harris. Mais là encore, tabou absolu. On n'a pas le droit de critiquer les États-Unis. C'est quand même dingue. C'est le seul pays qui a utilisé l'arme atomique, réellement, de façon massive, sur le Japon, pour voir comment ça marchait, et sans vraiment avoir de raison de le faire, si ce n'est pour dire, voyez, on l'a fait. C'est le seul pays qui l'a fait. C'est le seul pays qui a déclenché autant de guerres depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est le seul pays qui a tué autant de civils innocents, 500 000 enfants morts en Irak, et Madame Albright qui expliquait que c'était le prix à payer pour la démocratie. Et jamais ils ne sont accusés de crimes contre l'humanité. Jamais on explique qu'il y a là un grave problème, puisque Washington a une politique de guerre permanente, pour rester numéro 1 et sauver le dollar. C'est quand même dingue. Et donc, forcément, à Munich, il n'a pas été question une seule seconde de Nord Stream. Parce qu'on n'a pas les preuves que c'est les Américains. Oui, on n'a pas les preuves, mais écoutons Joe Biden. Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will. I promise you, we'll be able to do it. You want ice cream? C'est pas beau ça, donc il n'y a même pas besoin d'enquêter plus avant. Alors si, bien sûr, il y a eu des enquêtes. D'ailleurs, la Suède n'a pas voulu partager les résultats de l'enquête, ni associer les Russes à l'enquête. Les Allemands se taisent. Mais pourquoi? Pourquoi les Allemands se taisent? Pourquoi les actionnaires de Nord Stream se taisent? Pourquoi tout le monde se tait dans cette affaire? C'est un tabou absolu. Alors que un journaliste américain qui a eu le Pulitzer, qui a enquêté sur Abu Ghraib, sur les différents camps de torture américains, mais aussi sur le Watergate, a sorti, là encore, une enquête sérieuse, avec preuve que les États-Unis étaient à la manœuvre sur le sabotage de Nord Stream, avec des plongeurs qui ont mis des charges, etc. etc. Vous avez les détails dans ces articles. Et là, pas un mot sur le sabotage de Nord Stream. Surtout pas en parler. Zilch. Donc on a un vrai problème. Mais en revanche, alors là, pour ce qui est de faire la guerre et qu'elle soit longue et continuer, ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde. Tous ceux qui nous maltraitent. Il faut voir aussi, dans les différents pays du monde, combien les dirigeants ont une faible légitimité démocratique. Parce que c'est le jeu, le jeu majoritaire. Hein. Vous savez, vous votez, et puis paf, Macron te fait une réforme des retraites. T'as jamais voté pour ça. Mais c'était parce que sinon c'était Madame le... Mais derrière, regardez l'ampleur du désastre qui nous attend. Poussé par McKinsey, la guerre globale est à nos portes. C'est marrant parce qu'on ne dit plus guerre mondiale, c'est une guerre globale. Donc j'espère que si vous n'avez pas encore compris ce qui était en jeu, vous allez commencer peut-être à comprendre. Et maintenant, on va rentrer dans davantage de détails. Après la conférence de Munich, après McKinsey, on va parler de BlackRock. BlackRock, c'est ce fonds américain qui est propriétaire de à peu près tout dans le monde, pas forcément majoritairement propriétaire, mais qui a des intérêts partout et qui est là pour pousser l'investissement à droite et à gauche. Et ils ont des intérêts en Ukraine évidents puisque Volodymyr Zelensky a signé avec BlackRock un accord pour la reconstruction de l'Ukraine et pour faire en sorte que cette firme américaine aide les investisseurs à venir investir massivement en Ukraine à la fin de la guerre, mais aussi dès à présent. Et vous allez voir, c'est assez éclairant pour comprendre comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait que BlackRock prend ce poids-là et pourquoi il faut une guerre totale en Ukraine. Et ça ne va pas être pour le bien du peuple ukrainien, ni pour la démocratie, ni pour les libertés fondamentales. Je vous arrête tout de suite. Non.
les investisseurs vont inonder l'Ukraine à l'issue de la guerre avec la Russie. C'est ce qu'a affirmé jeudi dernier, c'était en janvier, le mois dernier, Larry Fink, le patron du géant américain de la gestion d'actifs BlackRock, jugeant que le pays peut devenir un phare pour le reste du monde de la puissance du capitalisme. L'Ukraine va devenir un laboratoire du néolibéralisme. C'est enfin le pays test dont rêvent ces gens-là. Il y a déjà eu le Chili de Pinochet à une époque, qui a été imposé là aussi par les services américains pour maltraiter les Chiliens et faire en sorte de créer là aussi un petit laboratoire du néolibéralisme. On l'a vu, donc c'est d'un côté une dictature sanguinaire contre les opposants et un ultralibéralisme avec aucun droit social et des travailleurs qui sont pressurisés quasiment comme des esclaves. Eh bien, c'est ce qui attend l'Ukraine après la guerre. Vous allez voir, c'est dans Trends. C'est aussi, vous pouvez retrouver ces infos dans la Tribune, Capital, etc. C'est public, puisque l'accord entre l'Ukraine et BlackRock a été rendu public, qu'ils en ont parlé et qu'ils s'en sont félicités. C'est extrêmement important de comprendre les rouages et de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui en Ukraine et pourquoi les cabinets de conseil anglo-saxons, les fonds anglo-saxons sont aussi importants et finalement, quel est le pouvoir de nos représentants politiques par rapport à ce pouvoir-là qui est sans limite. Alors, j'espère que vous aimez ce nouveau format. On n'est pas du tout sur une revue de presse, c'est plutôt du décryptage sur la conférence de sécurité de Munich, mais aussi au-delà pour comprendre la carrière de Madame von der Leyen, le poids des cabinets de conseil. Et maintenant, on va parler de BlackRock. Si vous aimez cette vidéo, mettez des pouces et puis partagez-la et parlez de la chaîne du monde moderne autour de vous. On a intérêt à se faire connaître, parce que on essaye de faire de l'information et d'éclairer sur l'information qu'on ne voit pas à la télé, parce que généralement, c'est pas des trucs dont on parle sur les plateaux télé, bizarrement. Pas bizarrement. Ah, oui, si, quand même. Donc, si la guerre se terminait relativement tôt, des besoins financiers pour la reconstruction de l'aide au pays seraient de 750 milliards de dollars. C'est pour la reconstruction de l'Ukraine, 750 milliards de dollars. C'est une estimation de Larry Fink. Ceux qui croient vraiment à un système capitaliste inonderont l'Ukraine avec du capital, a poursuivi le dirigeant du numéro 1 mondial de la gestion d'actifs. Et je ne parle pas de philanthropie. Ah non, ça, non. Mais il y aura beaucoup de philanthropie. Je parle vraiment du fait que si l'on veut reconstruire l'Ukraine, cela peut devenir un phare pour le reste du monde de la puissance du capitalisme, selon lui. Vous vous rendez compte de l'idéologie qu'il y a derrière ? C'est-à-dire que l'État ukrainien, qui était un État corrompu il y a de ça quelques années, il y a encore eu une dizaine de démissions, de mises au pas de hauts fonctionnaires et de dirigeants ukrainiens corrompus. Cet État ukrainien qui va rentrer dans l'Europe va être un laboratoire pour l'ultracapitalisme. Et on le fait rentrer dans l'OTAN et dans l'Europe. Et derrière, Macron parle de notre Europe, de souveraineté européenne. Mais ça veut dire quoi ? Que c'est un cheval de Troie en réalité, pour faire en sorte que ce que vous connaissez de la France, pour la qualité de vie, le bien vivre, les droits sociaux. Si vous ne vous battez pas, si le 7 mars, il n'y a personne dans la rue, c'est fini. Soit on décide d'être le village d'Astérix, soit c'est fini. Et l'Empire américain aura fait de nous, grâce au cheval de Troie ukrainien, un nouveau marché américain pour tous les produits frelatés, pour l'obésité, pour le diabète, pour les drogues, pour... La suite est assez tragique quand on voit le déclin de l'Empire américain. Alors, le patron américain de BlackRock a affirmé avoir discuté avec le président Volodymyr Zelensky pour exprimer l'intérêt de son groupe pour la reconstruction. Il a par ailleurs affirmé avoir dit à M. Zelensky « Si vous nous embauchez, nous n'allons pas créer de nouveaux oligarques, mais une nouvelle Ukraine et une nouvelle Europe. » Et ça, c'est extrêmement important. Comprenez bien que les poupées russes, McKinsey, BlackRock, et puis derrière Washington, et pas Washington, Wall Street, c'est la finance qui joue son va-tout, en fait. C'est un tapis qui est mis là sur l'Ukraine. Un tapis de bombe pour le moment, mais un tapis de fric également. Et nous, on regarde ça en disant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, malheureusement. Alors, on va continuer avec BlackRock. L'Ukraine s'inscrivait déjà dans une dynamique favorable aux investissements. En décembre 2022, qui avait BlackRock négocié déjà depuis plusieurs mois, le Parlement ukrainien a adopté une législation favorable au développement immobilier qui avait été bloqué avant la guerre. Elle a pour fonction de déréguler la législation sur la planification urbaine au profit du secteur privé qui lorgnait avidement sur la démolition de sites historiques.
Et là, vous comprenez aussi l'intérêt de Bouygues, avec LCI, de parler autant d'Ukraine. Évidemment, derrière, ça va être un Eldorado pour les promoteurs immobiliers et pour la reconstruction. Le secteur immobilier, ça a été une des premières lois votées pendant la guerre par le Parlement ukrainien pour déréguler et laisser le privé faire ce qu'il voulait. C'est limpide. Et pourtant, évidemment, c'est pas des news dont on parle sur les plateaux de télé et sur les plateaux de radio. Mais il faudrait des gens qui en parlent. Alors moi, on m'invite plus, mais c'est pas grave, mais qui pourraient en parler, comme Michael Zemmour, quand il explique que la réforme des retraites est une énorme escroquerie. On pourrait expliquer aussi, de la même façon, ce qui est à la manœuvre aujourd'hui. Quels sont les enjeux de cette guerre en Ukraine? Au-delà des frontières et de la liberté des Ukrainiens. Non, il y a autre chose, qui est radicalement différent, et qui est de l'ordre de l'agenda néolibéral, de la prise de contrôle, en fait, de la finance sur les États et sur le politique. Alors, il y avait eu d'autres attaques du Parlement sur le droit du travail ukrainien, notamment. En fait, ils avaient légalisé le contrat 0 heure, qui permet d'employer des salariés avec des horaires très variables. 0 heure de travail, par exemple, mais 1 heure simplement, et puis après, t'es viré. Donc, l'idée, c'était d'affaiblir le pouvoir des syndicats, et ces lois ont plongé 70% de la main-d'œuvre dans une situation d'informalité. Donc, déjà, les travailleurs ukrainiens prennent cher. Mais il faut se rendre compte de ça aussi, la réalité. La violence économique avant la violence de la guerre. Les évolutions législatives avaient été suggérées au Parlement non par BlackRock, mais par le Bureau des Affaires étrangères britannique. Ah, tiens, bizarre. La City aussi serait à la manœuvre? Ah, mais je comprends maintenant pourquoi Rishi Sunak est le Premier ministre britannique qui a dit que les Anglais seraient les premiers à donner des armes longue distance aux Ukrainiens. Ah oui, tout s'explique. Si même le Bureau des Affaires étrangères est là pour conseiller le gouvernement ukrainien pour faire des lois antisociales pendant la guerre, mais tout s'explique. Alors, l'extrême régulation de l'emploi contredit les principes du marché autorégulateur. Elle crée des barrières bureaucratiques à l'autoréalisation des employés. Ça, c'est Zelensky qui dit ça. Vous voulez que je vous répète ? Il faut comprendre qui est Volodymyr Zelensky, puisqu'il est dans les Pandora Papers, il a déjà été mis à l'index pour de l'évasion fiscale. Et là, le voilà qui est finalement le factotum de l'oligarchie financière pour expliquer qu'il faut s'aborder tous les droits des travailleurs. L'idée étant que l'extrême régulation de l'emploi contredit les principes du marché autorégulateur, ça n'existe pas mais c'est pas grave, elle crée des barrières bureaucratiques à l'autoréalisation des employés. Il parle comme un consultant de McKinsey. Ce chef de guerre exceptionnel. Vous comprenez maintenant pourquoi il est choyé. Invité partout, en visioconférence, mais aussi en présentiel, comme on dit, pour expliquer clairement qu'il faut se battre. Oui, pour la liberté, mais la liberté totale. Celle de faire ce que toi, on t'oblige de faire, d'être corvéable à merci, de revenir vers un ancien régime, voire pire, sorte de nouvel esclavagisme. Alors, toutes ces fantaisies libertariennes, eh bien, quand on lit les documents de BlackRock, sortis de la tête de ces consultants phénoménaux, ils y décrivent l'Ukraine comme une start-up numérique, business-friendly et verte. On avait oublié. Mais oui, la guerre, c'est complètement durable et écolo. Ben oui. Non, attendez, parce que essentiellement grâce aux 9 réacteurs nucléaires américains de la société Westinghouse. Car les Américains vont aussi investir dans le nucléaire en Ukraine. Mais oui, mais c'est important. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, Zelensky avait, avant la guerre, donc avant tout ça, c'était une sorte de Macron, lui aussi parlait de Startup Nation. Comprenez que ce sont les mêmes. Ils viennent tous du même moule, comme s'ils sortaient de l'école de formation du consulting de McKinsey. Voilà ce que disait le slogan de Zelensky il y a 3 ans. L'Ukraine, c'est un pays dans un smartphone. Ça vous rappelle la Startup Nation. C'est quand même incroyable. Ça vous rappelle tous les délires de Davos sur la reset de la numérisation mondiale. Maintenant, j'espère que vous comprenez un peu mieux ce qui est en jeu avec la guerre en Ukraine. C'est pas seulement l'Ukraine.
C'est un modèle de société. Un modèle imposé par les cabinets de conseil et la finance. Celui où vous n'aurez aucun droit. Mais vous serez heureux. Donc, on va découvrir, mais ils le savent, que les fonds dont l'Ukraine a besoin dépendent aussi de conditions plus ou moins désirables. Il y a des réformes pour démanteler l'investissement public dans l'économie, ouvrir le marché national au capital étranger. Et bien sûr, ça va être l'accroissement des souffrances et de la paupérisation des populations, au-delà du fait de la guerre. C'est un agenda. C'est le même qui est mis en œuvre ici en France avec Emmanuel Macron, avec la même violence. La réforme des retraites, elle est là pour rassurer les marchés financiers. Elle est là pour faire plaisir à BlackRock et aux autres. Elle est là pour être sûr qu'on est dans le droit chemin, celui où il n'y a pas d'autre alternative que cette folie libertarienne qui va faire de nous des nouveaux esclaves. Mais avec un smartphone. C'est important. Donc, c'est un scénario que l'Ukraine a déjà connu, puisqu'en 2014, en Ukraine, le FMI et les représentants occidentaux, et c'était le vice-président Joe Biden qui était à la manœuvre à l'époque, avaient pressé le gouvernement ukrainien de mener des réformes structurelles, avec la réduction des subventions au gaz pour les foyers ukrainiens, la privatisation de milliers d'entreprises publiques, la levée de l'ancien moratoire sur la vente des terres agricoles. Oh, tout c'est clair. Et puis alors après, bien sûr, Hunter Biden, le fils de Joe Biden, était payé plus de 60 000 $ par mois par Burisma, une firme ukrainienne de l'énergie. Tout ça, bien sûr, n'est pas de la corruption. Non, non, c'est du talent. J'espère que vous comprenez. Et j'espère que vous partagerez cette vidéo parce que ces informations, elles ne sont pas connues. Elles sont publiques et elles devraient être connues et rabâchées. Derrière la volonté américaine de guerre totale, il y a la volonté de faire de l'Ukraine un laboratoire du capitalisme triomphant. Américain en l'occurrence. Avec une horreur sociale. L'idée qu'il y ait une guerre des classes, elle est même dépassée là. On rentre dans un néo-esclavagisme numérique. J'emploie des mots forts parce qu'il faut employer des mots forts et puis il faut peut-être essayer de réveiller les Français qui pensent vivre dans un certain confort. Il suffit d'aller à l'hôpital, de demander des médicaments pour voir que ce confort est extrêmement précaire en réalité. Il suffit d'être au chômage aussi et chercher un emploi pour voir que la fable du plein emploi vantée par la Macronie ces derniers jours est un scandale. Il faut aussi comprendre que le RSA conditionné à 15 à 20 heures de travail est là aussi une petite rivière qui va vers ce laboratoire du néolibéralisme triomphant. Il faut comprendre qui sont Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky et Joe Biden. Il faut comprendre qui sont les financiers de ces gens-là. Alors, on fait notre petit boulot à notre petite échelle. Donc, si vous pouvez nous aider, merci beaucoup. Il suffit de vous abonner à notre chaîne, de partager cette vidéo. C'est déjà formidable. Merci beaucoup. Et puis, on fera d'autres formats de décryptage comme celui-là. Et puis, pour finir, parce qu'on ne peut jamais finir comme ça sans Macron, je vous mets un petit Macron qui parle anglais. Parce que suédois. Allez, je vous restez parce que je vois que vous êtes contents, vous êtes installés là, l'air de rien. Vous allez voir, ça fait mal derrière la tête. C'est normal. Il y a encore un petit côté revue de presse. On déconne encore un peu, même si c'est très sérieux ce matin parce que c'est un nouveau format et j'espère qu'il vous a plu. Allez. Let's be clear. I don't believe one second in a regime change. And when I hear a lot of people advocating for regime change, I would just ask them for which change? Who's next? Who is your leader? Alors, l'avantage, c'est que... il parle super bien anglais, donc je vais le traduire. Je ne crois pas une seconde au changement de régime. Parce que qu'est-ce qu'il y a après? Qui est votre leader? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire après tout ça? Mais Macron en anglais, Eh ouais, je vous fais des cadeaux, c'est mon anniversaire, je vous fais des cadeaux, allez. To implement it. And we experienced several times during the past decade a lot of regime change in a lot of countries. It's total failure. So you have this regime with its obsessions, its people. We want first to help Ukraine to save its territory, its people and sovereignty. And I think the question is how to twist
and create an imperfect balance, allowing them to present something sustainable for Russia itself. At the end of the day, it will be something like that. It's too early to formulate it. Now, the question is how to resist, help the Ukrainians. Bon, je vous traduis rapidement. En gros, Emmanuel Macron ne croit pas à un changement de régime en Russie. En revanche, il veut faire en sorte que l'équilibre en Ukraine soit désavantageux pour les Russes, pour les amener à la table des négociations après de nombreux morts, de nombreux mutilés, de nombreux orphelins, de nombreuses souffrances, et faire en sorte que les oligarques, les financiers, se mettent d'accord et tracent des lignes, ce qu'on pourrait faire dès maintenant pour éviter de nombreux morts. Mais pour ça, il faut que la balance soit du côté des Ukrainiens. La façon dont ces gens parlent de l'humain, en fait, elle est inhumaine. Ils en parlent comme si l'humain était de la valeur d'échange, de la ressource humaine. Hein. Alors, ce n'est pas le terme cher à canon, mais globalement, d'un côté, vous avez Wagner qui va recruter dans des prisons et qui envoie des vagues de mecs se faire tuer. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis en Ukraine, c'est la même chose, avec même des commandos maintenant internationaux, polonais, italiens, mais même de djihadistes qui reviennent de Syrie, qui font la même chose. Tout ça sont des gens qui vont tuer, s'entretuer, se mutiler, mourir dans d'affreuses souffrances, pour des intérêts financiers qui les dépassent. Ça a toujours été ça, la guerre. Et c'est pour ça que je suis contre cette guerre, contre toutes les guerres, jamais la guerre. Donc j'espère que les choses sont claires pour tout le monde. J'espère que vous aurez un peu mieux compris ce qui était en jeu en Ukraine en ce moment. Ce n'est pas seulement une histoire de frontières ou de liberté. Il s'agit d'un modèle de société qu'on veut nous imposer, où le secteur privé régira nos vies, où nos vies d'ailleurs seront rythmées par le travail pour le profit. Et donc, je rappelle que le 7 mars, il y a une grande mobilisation après les vacances au ski des députés, et que donc il faudra se retrouver massivement pour essayer de montrer qu'il y a une lutte des classes, qu'on peut lutter pour nos droits, parce que cette volonté des clones de McKinsey de faire en sorte que nous n'ayons plus aucun droit social, de faire en sorte que le marché s'autorégule. Le marché ne s'est jamais autorégulé. Hein. Rassurez-vous, le marché fait en sorte que ceux qui ont le plus d'argent en récupèrent encore plus à la fin. Hein. C'est un poker menteur qui fonctionne très bien. Eh bien, règle nos vies. C'est hors de question en ce qui me concerne. Et j'espère que c'est le cas pour vous qui regardez cette chaîne Le Monde Moderne. Je vous remercie de nous avoir suivis ce matin. J'espère que cette vidéo va beaucoup tourner parce qu'elle explique beaucoup de choses qui sont peu connues malheureusement et qui permettent de comprendre qui est Madame von der Leyen, qui est Monsieur Macron, qui est Monsieur Zelensky, qui est Monsieur Larry Fink, qui est Monsieur Joe Biden et pourquoi ils veulent nous entraîner vers une guerre de long terme. Une guerre en réalité contre les peuples, une guerre contre le plaisir de vivre, une guerre pour le profit, pour faire en sorte que l'Ukraine devienne un laboratoire du néolibéralisme, tout comme l'Europe à sa suite. Voilà, merci beaucoup, passez un bon dimanche. On se retrouve demain pour une revue de presse classique à 9h sur la chaîne du Monde Moderne. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner ici sur Patreon ou ailleurs, à partager cette vidéo, à mettre des pouces si ça vous a plu et à en parler surtout autour de vous parce que l'audience, c'est la clé et le bouche-à-oreille, c'est extrêmement important. Ce nouveau format reviendra, on parlera d'autres dossiers importants parce que ce décryptage-là, il manque cruellement lorsqu'on est en démocratie pour comprendre ce qui est en jeu, et ce n'est pas ce qu'on croit. Loin de là. Merci beaucoup.